Hop. Alors, on va commencer. Merci à tous d'être là. Alors, on a déjà fait un test tout à l'heure, mais vous me confirmez que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez. Mais je pense que vous pouvez écrire dans le chat. De préférence, n'allumez pas vos micros hein, pour pas qu'on ait trop de son dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, vous pouvez poser des questions au pire dans le chat si j'arrive à les voir. Et on y répondra à la fin. Ce que je vous propose, c'est de tenir 30-35 minutes, vous parler de drague, et après qu'on ait le temps d'aller sur les questions. Alors, juste avant de parler de drague, je me présente rapide. Je suis Nicolas Cavallo, je travaille à Octotechnologies, c'est un cabinet de conseil sur plein de sujets. On est assez nombreux. Bon, je dirige les sujets d'IA générative, un domaine qui est assez à la mode aujourd'hui. Avant, j'étais spécialisé dans le traitement du langage, et qui, bien évidemment, est très, très important dans la thématique IA générative. Et je vais vous parler plus particulièrement du RAG. Alors, je pense que vous êtes maintenant nombreux à avoir entendu parler de RAG. Donc, c'est devenu un vocabulaire comme les LLM, un vocabulaire assez connu, et c'est même possible de l'entendre à la radio. J'étais assez étonné. Mais bref, c'est quelque chose d'assez connu, donc je vais me permettre de l'introduire assez rapidement, et on va essayer d'aller dans la technique assez rapidement pour essayer de savoir qu'est-ce qu'un bon RAG, parce que c'est facile d'en faire un, mais en faire ce que je vais appeler un bon RAG, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, je vais aller rapidement sur une méthodologie rapide pour construire son RAG. Je vais me mettre quelques retours d'expérience, et j'ai envie de parler avec vous de demain, parce que ça va très vite. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu une idée de ce qu'on imagine là-dessus pour demain, à horizon quelques mois, on va dire, 1-2 ans aussi, mais comme vous allez le voir, ça va assez vite. Et donc, il faut se dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui sera utile dans 6 mois, qu'est-ce qui sera sans doute utile dans quelques années. Mais voilà, il faut avoir en tête que ça va assez vite. Donc, ce fameux RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est assez simple. Il faut se dire qu'il y a une idée de on augmente les modèles de langage, donc ces fameux LLM, Large Language Model, avec de la donnée qui peut être privée, à jour, etc. Et c'est pour ça qu'on a souvent tendance à dire qu'un des avantages du RAG, c'est que ça nous permet de créer un agent conversationnel qui est à jour, qui comprend ma donnée, mon vocabulaire d'entreprise, donc spécifiquement dans une entreprise, d'être capable de... Vous avez un vocabulaire, des acronymes, etc. Il est capable de le comprendre grâce à ces sujets de RAG. Donc, c'est très à la mode. Premier point, on en met partout. Pour certains qui me connaissent, c'est très rare, mais je cite, il m'arrive de citer Gartner, c'est la première fois, je pense, que je le fais dans mon expérience, mais c'est le site dans sa vague. Ce que j'aime bien dans cette vague du Gartner qui est connue, c'est que vous avez plein de buzzwords. Le Retrieval Augmented Generation en fait partie, et en fait partie sur des sujets ça va très vite là-dessus, on a vite du potentiel, et bon, on va vite atteindre l'intérêt, mais il faut aller là-dessus assez rapidement. C'est quelque chose qu'on met partout. Je pense que pour certains qui ont suivi OpenAI avec ChatGPT, le leader, on va dire, des grands modèles de langage encore aujourd'hui, OpenAI en novembre a sorti les GPTs. Alors, n'oubliez pas d'éteindre vos micros quand vous vous connectez, parce que sinon je touche vos sons à chaque fois. Ces fameux GPTs, donc c'est des assistants. Pour ceux qui l'ont en tête, juste quand vous créez un assistant, vous pouvez... il y a plein de choses sur les assistants, je n'aurai pas le temps de vous en parler, c'est un sujet passionnant, les sujets des agents. Mais ils ont rajouté cette particularité de vous pouvez créer, donc en fait, faire des ChatGPT qui sont connectés à de la donnée. Alors eux l'appellent Knowledge. Et en fait, vous avez juste à déposer des documents. Et tout d'un coup, vous aurez un ChatGPT ou assistant qui est capable de communiquer avec ces données. Bon, bref, quand ils font ça, en fait, ils ont bien évidemment codé un RAG derrière. Google aussi, alors ça commence à être vieux, mais c'était juste une image que j'aime bien mettre, c'est pour vous dire, vous avez des acteurs, alors, Google l'avait sorti, alors ChatGPT, il y en avait plein aussi, sur je suis capable de discuter avec des données vidéo, et bien en fait c'est la même chose, c'est aussi un RAG, c'est assez simple, sauf que la seule particularité, c'est que la source, c'est pas des documents, c'est des vidéos, et en fait, comment ça se passe derrière? On a juste à faire une transcription, et en fait, les documents qui sont utilisés, c'est les transcriptions des vidéos, et en fait, c'est pareil. Donc, il y en a qui font, à l'époque, c'était Google Bard qui l'avait sorti, je peux discuter avec les données vidéo. Et bien voilà, c'est juste, il va discuter avec les transcriptions des vidéos. Avec les transcriptions, il y a écrit à tel moment, voici le vocabulaire qui a été dit, etc.
et du coup, on est capable de, entre guillemets, discuter avec les vidéos. Et bien tout ça, c'est quelque chose d'assez simple. Si je vous mets l'avantage d'une réponse contextualisée, donc si je vous rappelle ChatGPT, alors je me suis permis de mettre 3.5, mais sans RAG, globalement, si je demande qu'est-ce que le RAG, il va me donner une réponse avec le RAG, c'est le rapport annuel de gestion, c'est le risque aggravé de garantie, etc. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre contexte. Alors peut-être que certains d'entre vous sont dans un contexte où le RAG veut effectivement dire rapport annuel de gestion, mais dans ce contexte-là, même de cette présentation, c'est effectivement pas ce que je recherche. Et donc, on a tendance à rajouter de la contextualisation dans ces modèles, et le RAG est une de ces méthodes. Et si je lui pose la question, c'est quoi le RAG, avec un modèle où cette fois j'ai dit, tu fais appel à ChatGPT, sauf que tu vas utiliser une source de données. Ici, l'exemple de la source de données, c'est juste le blog d'Octo. Donc, je travaille sur Octo Technologies, on a un blog, on fait plein d'articles, et je lui dis, tu te sources sur des articles du blog. Et du coup, là, il me parle, le RAG, c'est une approche, etc. Parce qu'il utilise comme contenu cette source-là. Et globalement, c'est tout simple, le fonctionnement. C'est en 3 étapes. Vous avez cette première étape. Alors attention, je crois que tu as Alexandre, il y a ton micro ouvert. Une première étape qui est l'ingestion, qui permet notamment pour tous ceux qui ont fait des moteurs de recherche, souvent il y a une étape d'ingestion qui est importante. Donc là, on l'aura aussi. C'est juste, il y a une source, des documents. Donc le RAG, comme je dis, on augmente à partir de la donnée. Donc du coup, il faut de la donnée. Donc, quels sont les documents? Je vous ai donné les exemples, si c'est de la vidéo, c'est les transcripts. Moi, je vous ai donné l'exemple avec le blog d'Octo, donc des articles. Vous avez des documents. Ces documents, ils sont souvent coupés dans des sous-parties. On a tendance à appeler ça des chunks, donc dans des petites parties. Donc un PDF, ça peut être par exemple un chunk, ça peut être une page par page. Et ensuite, ce contenu texte, c'est juste du texte. On le passe dans un modèle, alors qu'on a tendance à appeler Large Language Model Embedding, mais c'est un modèle d'embedding qui a juste pour objectif de transformer du texte en un vecteur. Donc après, vous choisissez celui que vous voulez, selon votre niveau, mais je transforme du contenu texte en un vecteur. Les vecteurs ont un intérêt en tant que tel, et bien évidemment, on va sauvegarder ça dans ce qu'on appelle une base vecteur, donc c'est très à la mode. Mais une base vecteur, globalement, c'est juste une ligne, un vecteur. Qu'est-ce qu'une ligne? Ici, ça peut être une page d'un document, par exemple. Donc, on a ça. Maintenant, on va aller sur le fonctionnement du RAG. En tant que tel, l'ingestion, elle peut être faite, par exemple, la veille ou quelques semaines avant, c'est fini. Maintenant, on va aller dans ce fonctionnement du RAG en temps réel quand vous posez des questions et des réponses. Donc, si vous posez une question, alors je vais encore baisser le son, je pense, parce que j'ai tous vos sons à distance. N'oubliez pas de baisser le micro, d'enlever le micro quand vous vous connectez. Quand vous posez une question, par exemple, tout à l'heure, la question que j'ai posée, c'est quoi le RAG? Il s'est passé la même chose, c'est-à-dire qu'on a utilisé un modèle d'embedding pour transformer dans un vecteur. Alors, dans 99% des cas, c'est le même modèle, mais ça peut être des modèles un tout petit peu différents, tant qu'ils le mettent dans le même espace de dimension. Mais ils vont créer aussi un vecteur. On va faire un calcul de similarité, ou une recherche en tout cas, pour essayer de savoir quels sont les passages, donc les lignes de la base vecteur, qui permettent de répondre à cette question. Donc du coup, par exemple, ça va être quelles sont les pages du document qui vont permettre de répondre à la question. On va les ramener ici, et en fait, on va utiliser la question plus ces passages pour faire ce qu'on a tendance à appeler du prompt engineering, qui est je vais un peu travailler ce prompt. Le prompt, c'est le texte que vous donnez à ces fameux modèles de langage. Donc souvent, alors je crois que c'est Langchain qui appelait ça comme ça, on appelle ça un LLM text, donc c'est un gros modèle de langage. Donc ChatGPT 3.5, c'en est un, Mistral, c'en est un, etc. Et vous allez avoir une réponse. Une réponse avec référence, parce que c'est, je te réponds à ta question, sachant les passages qui ont été ramenés. Les passages qui ont été ramenés, vous pouvez tout à fait dire, c'est la page 1 du document, la page 3 du document. Et ça, globalement, c'est le fonctionnement d'un RAG assez simple, mais ça se fait. Il suffit juste d'avoir ces différents objets qui sont la base vecteur, un petit modèle d'embedding et un grand modèle de langage de type texte comme ChatGPT 3.5, Mistral, etc. Donc si je vous donne un exemple, sur l'assistant Octo. Bon, je l'ai appelé comme ça. Si je lui pose la question, c'est quoi le RAG? Ce qui s'est passé, c'est qu'il va dire les passages des documents importants donnant des informations liées
vont être sélectionnés. Et il va voir, ah, bah, dans cet article-là du blog parle de ce contenu-là, donc je vais te le ramener. Et ensuite, vous faites ce qu'on a appelé le prompt engineering, c'est, je vais dire, le prompt, hein, c'est que du texte. Hein. Donc je vais lui dire, tu es un assistant qui répond, tu es un assistant Octo qui répond, peut-être, tu peux lui dire en faisant des blagues, etc., ce que vous voulez, mais à partir des références suivantes, on va lui donner, écrire les références, on va dire, bah, voici l'article numéro 1, voici le texte, et ensuite on va dire, voici la question. Et la question, c'est quoi le RAG? Et ça, vous pouvez tout à fait, si vous voulez, vous pouvez même l'écrire, certains peuvent tout à fait l'envoyer dans le chat GPT pour ceux qui l'utilisent, et il va vous répondre, et il va vous répondre comme je vous l'ai montré. Et c'est ça le principe du RAG. Donc maintenant, bien évidemment, on va essayer de rentrer un peu plus dans la technique, hein, comment faire un bon RAG, ça c'est un peu plus compliqué. La première chose, pour tous ceux qui ont fait du machine learning, c'est on n'avance pas à dire que quelque chose est bien, plutôt bien, il faut être capable d'évaluer. Donc ça, c'est le premier point, et c'est malheureusement le point le plus complexe, c'est d'être capable d'évaluer. Ce qu'il faut déjà avoir en tête, dans ce schéma-là que je vous ai mis sur comment fonctionne un RAG, c'est qu'il y a deux grands composants, qui s'appelle le retriever, donc le composant qui a pour objectif de ramener du contexte, et la partie génération. Et donc, il faut être capable d'évaluer ces deux grands composants. Et je veux vous mettre en avant pourquoi c'est complexe, pourquoi, surtout quand on a des grands modèles de langage, c'est devenu de plus en plus complexe, alors surtout sur du texte en tout cas, c'est que si je vous reprends ce fil rouge avec cette question, c'est quoi un RAG? La partie retriever, toujours sur le même exemple, peut tout à fait ramener deux documents qui peuvent contenir des informations qui sont suffisantes pour répondre. Donc ça, c'est un vrai cas. Je vous ai ramené tout à l'heure, je vous ai dit, bah, en fait, pour répondre à cette question, l'article, je lui ai dit, tu cites les articles du blog Octo. Bah, il va me prendre un des articles que j'avais écrit avec un collègue qui parle de RAG, mais il y en a un autre qui parle des bases vecteurs et qui aussi décrit ce que c'est que le RAG dedans. Donc du coup, ces deux documents, finalement, contiennent une information qui permet de répondre à la question. Et en plus, donc déjà savoir quel est le bon document, est-ce qu'il faut ramener les deux documents, etc. Bon, qu'est-ce qu'est la vérité, c'est compliqué. Et ensuite, la partie génération, donc la réponse qui vous est renvoyée, bah, c'est pareil, deux réponses peuvent avoir des formulations totalement différentes et pourtant contenir ce qu'on peut appeler une bonne réponse. Le premier, il va répondre de cette façon-là, et le deuxième de cette façon-là. Je vais peut-être préférer le premier parce qu'il se base sur un article dont je suis un des auteurs, mais la réponse 2 est tout à fait bonne. Donc ça, c'est une des difficultés sur comment évaluer la qualité d'une réponse issue d'un projet RAG. Donc là, on reste sur les sujets techniques, hein, c'est un domaine en pleine évolution. Je trouve que c'est pas simple de dire qu'il y a une bonne méthode d'évolution. Globalement, il y a des méthodologies qui émergent, et surtout qui émergent en utilisant des LLM. Donc c'est compliqué aussi parce que ça utilise une autre dépendance, la dépendance en fait, je demande à un autre modèle de langage d'évaluer si la réponse est bonne. Mais du coup, vous dépendez d'un autre modèle qu'il faudrait normalement évaluer aussi. Et vous avez des frameworks qui émergent aussi sur cette thématique, qui sont assez intéressants. Vous avez notamment TrueLens, qui c'est pas celui que j'utilise le plus, mais j'aime bien juste l'idée parce qu'il vous met en avant. Je vous rappelle le schéma que je vous ai fait tout à l'heure. Vous avez des artefacts dans un projet RAG, c'est que vous avez votre question, votre query. Vous avez les passages qui vous sont ramenés, souvent les chunks qui vous sont ramenés, les documents qui vous sont ramenés, et vous avez la réponse qui vous est donnée. Et en fait, ces trois artefacts, bah, comme il y a ces trois artefacts, bah, on se retrouve il y a plein de choses à évaluer. Donc eux, ils mettent, bah, est-ce que le contexte qui est ramené est cohérent avec votre question? Est-ce que la réponse est fidèle, en quelque sorte, au contexte qui a été donné? Il y a deux articles de blog qui ont été donnés. Est-ce que la réponse qui est générée, elle se base bien sur ce contexte-là? Et on peut aussi avoir, est-ce que la réponse répond bien à la question? Donc voilà, donc il y a déjà plein de choses à évaluer. Et il y en a un autre qui était intéressant aussi, c'est Ragas. Juste pour vous mettre un peu en tête ce qu'il évalue, hein, il sépare la partie retriever et la partie génération. Je vous donne, il met ces 4 points, après je crois qu'il fait une moyenne de mémoire, je ne me rappelle plus très bien, mais si vous mettez juste la partie fidélité, on va le lire ensemble parce que c'est pour vous montrer à quel niveau de complexité on met dans les évaluations aujourd'hui. Par exemple, sur la partie fidélité, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est est-ce que la réponse, elle est
elle est précise par rapport au contexte qu'on a fourni. Et donc, du coup, pour ça, on va créer d'abord un premier modèle, utiliser des modèles de LLM pour regarder à une question et une réponse générée. On va essayer de voir quelles sont les affirmations dans la réponse. Donc, on va lui demander, donne-moi toutes les affirmations qui sont listées dans la réponse. Et pour chacune de ces affirmations, je vais vérifier que ces affirmations sont dans le contexte. Et sauf que ces vérifications, elles se font en demandant un LLM. Donc, bien évidemment, vous voyez que rien que pour l'évaluation d'une seule question-réponse, on va peut-être faire appel à une quinzaine, peut-être une vingtaine de fois, alors peut-être là j'exagère, mais à un autre LLM, qui des fois est un gros LLM parce qu'on veut genre un GPT-4. Donc voilà, donc il y a une certaine complexité. Donc c'est intéressant, mais il y a une certaine complexité, il y a un certain coût qui apparaît. Et j'aime bien quand même le dire, parce que c'est souvent, il n'y a pas que la qualité qui compte. Alors, je paraphrase George Box, mais toutes les évaluations sont fausses, mais certaines sont utiles. C'est qu'il y a des évaluations à plusieurs niveaux. Là, je vous ai parlé de la qualité, il faut évaluer la partie génération et la partie retriever. Mais vous devez aussi vérifier la sécurité. Est-ce que votre modèle, s'il y a un moment, c'est Nicolas Cavallo qui pose une question, par exemple RH, peut-être qu'il aura l'agent a le droit de le projet RAG, il a le droit de récupérer du contenu qui est lié à Nicolas Cavallo, mais il n'a peut-être pas le droit de récupérer du contenu à côté. Donc, il faut vérifier certaines gestions des accès parce qu'il a accès à des documents. Il y a des problèmes d'infrastructure aussi, de coûts, d'inférence, de latence, parce que plus vous pouvez faire des choses qui marchent mieux, mais vous utilisez un modèle ultra complexe. Donc, du coup, vous avez un temps de réponse beaucoup plus long. Et ensuite, il y a des sujets qu'on évoquera un tout petit peu plus rapidement tout à l'heure, mais il y a des sujets de biais, de modération, d'impact carbone aussi, et qu'il faut aussi mesurer, parce que selon votre cas d'usage. Donc, l'évaluation, c'est pas simple, mais il faut l'évaluer sur plusieurs niveaux, il n'y a pas que la qualité qui compte. Et je vous mets un graphique qui avait été diffusé par OpenAI en fin novembre, qui était assez intéressant, parce que je trouve que, alors je suis totalement aligné avec l'idée, certains l'ont peut-être déjà dépassé, mais c'était celui-là, qui montrait leur success story sur le RAG. Il est très bien fait parce que mettez en avant OpenAI leur démarche, et vous devez avoir la même quand vous faites un projet RAG, c'est vous évaluer. Alors, comme j'ai dit, c'est pas simple, et ils n'ont pas été très clairs sur comment ils font, ils évaluent la performance, mais bref, être capable d'avoir une notion de qualité, en tout cas. Et cette notion de qualité, ensuite, vous allez essayer d'améliorer en testant. Vous ajoutez certaines méthodes, parce qu'on va voir, il y en a tous les jours qui en sortent. Il y en a, on rajoute du fine-tuning de l'embedding, on rajoute des méthodes d'optimisation de chunk, etc. Le re-ranking marche très bien, on va le voir, mais bref. Et au fur et à mesure, vous voyez ce qui apporte du résultat. Et certains, par exemple, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont fait à aucun moment du fine-tuning, parce qu'on peut faire des petites touches de fine-tuning. Le problème, c'est qu'ils ont vu que ça apporte, dans leur cas, ça leur portait très peu, et le désavantage du fine-tuning, c'est un coût énorme. Ça, il faut le maintenir, ça a des défauts, etc. Donc, c'était moins rentable. Et ça, il faut avoir cette démarche-là assez souvent. C'était une démarche, normalement, quand vous industrialisez un projet machine learning, vous devez tout le temps l'avoir. Donc, voilà. Donc, vous avez la démarche, l'évaluation. Donc, maintenant, on va essayer d'aller sur un RAG un peu plus complexe. Donc, je ne connais pas, vous êtes une cinquantaine, je crois. Je ne connais pas trop votre background, donc j'espère qu'il y en a un peu pour tout le monde. Globalement, vous avez deux composants, du retriever, de la génération. La partie retriever, comme je vous l'ai dit, ramener les bons chunks qui vont être utiles comme contexte pour la partie génération. Donc, si on va aller plus loin sur la partie retriever, il y a plein de choses à faire. Je me permets une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais piquée en ligne, mais l'objectif, ce n'est pas de faire une base vecteur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Le retriever, c'est ramener les bons contextes. Donc, en fait, c'est un moteur de recherche en quelque sorte. Donc, ce n'est pas obligé un moteur de recherche que des fois on appelle sémantique, donc à base d'embedding et notamment de base vecteur. Donc, ça peut aider les bases vecteurs, mais des fois, un moteur de recherche full text à l'ancienne sur un Elasticsearch peut être suffisant, peut très bien fonctionner. Donc, l'objectif, c'est un moyen de récupérer des passages qui sont utiles. Vous l'avoir en tête. Ce qui marche bien, c'est de faire souvent des moteurs de recherche hybrides. Il fait à la fois du recherche full text plus du recherche dans des bases vecteurs. Et globalement, ce qu'on a tendance à mettre, c'est à dissocier la partie pré-retriever et la partie post-retriever. Et je
je vous donne juste un schéma, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, que j'ai récupéré sur LangChain, que j'aimais bien, c'est qu'en fait, on peut faire énormément de choses. Parce que sur la partie pré-retriever, il y a des façons souvent, quand vous posez une question, en fait, il y a plein de questions, donc on fait appel à un modèle qui va reformuler votre question, voire qui va ajouter plein de questions. Il y a plein de choses. Des fois, on va faire du routing parce que la source de données, ce n'est pas que des documents. Des fois, vous pouvez aussi avoir une base relationnelle. Donc, en fait, si au vu de votre question, il voit qu'il doit faire une requête dans du SQL, bah, en fait, il va créer une nouvelle requête en select étoile, etc. Ou dans les documents, il peut reformuler d'une autre façon avec des métadatas. Vous avez aussi le sujet du multimodal que je n'évoque pas, au pire on a un article là-dessus, mais bien évidemment vous pouvez aussi ajouter des images, mieux traiter les sujets des tableaux hein, qui sont un peu plus compliqués à traiter, des Excel, etc. Mais bref, ça peut être beaucoup plus complexe. Et dans la partie post-retriever, c'est OK, j'ai ramené des passages, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, il y a les sujets de re-ranking, ça marche très très bien. Si vous utilisez des modèles pour, en fait, je me permets d'avoir 100 chunks qui sont ramenés. Et j'utilise des modèles qui essaient de voir quels sont les chunks qui sont utiles par rapport à la question, et ça réduit. Et après, c'est que cela qu'on envoie à la partie génération, donc au grand modèle de langage. Je me suis permis de mettre à jour juste, je crois que Raptor s'est sorti il y a une semaine, si je ne me trompe pas. Mais en fait, ces méthodes que j'évoque là, par exemple, sur la partie retriever, il y en a vraiment tous les jours qui en sortent, peut-être pas toutes les semaines. Ça, c'en est une que intellectuellement très intéressante. Hein. Il y a une très belle vidéo sur LangChain qui sort là-dessus. C'est passionnant. Les documents, ils sont mis dans des clusters. D'ailleurs, c'est des clusters qui sont bien faits parce que un même document, il peut être dans plusieurs clusters. Donc, ce n'est pas tout à fait du clustering parce qu'on rajoute un petit truc. Et ensuite, on résume ces différents clusters. Donc, on crée comme si des nouveaux documents fictifs, mais qui sont des résumés, qui sont bien évidemment... Ces résumés ils sont faits par un modèle, qui peut être un GPT-4, etc. Mais comme ça, dans ce que vous stockez dans la base vecteur, c'est les documents bruts, mais aussi des résumés de plusieurs passages et des résumés à plusieurs niveaux. Comme ça, ça permet d'avoir du contenu de texte qui permet d'avoir un résumé de plusieurs documents, pas juste une information dans son coin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cas où, alors des fois je vais peut-être aller trop technique, mais si je fais un projet RAG classique, ça vous avez le code LangChain écrit en LCL, mais facile, c'est juste OK, j'ai une étape de retriever, ensuite j'ai le prompt, ensuite j'ai quel modèle j'utilise, donc quel LLM texte j'utilise, et puis bon, après je nettoie juste la sortie. Sur cette méthode de chunk que je vous ai évoquée là, bah, ça change quasiment rien. Bon, il y a juste le format doc, la fab est sortie que je nettoie un petit peu, mais ça change quasiment rien parce qu'en fait, c'est un travail dans l'ingestion. Au démarrage, c'est juste que par contre, l'ingestion devient plus compliquée parce que ce n'est pas juste vos documents, c'est vos documents, vous devez faire des clusters, vous devez faire des résumés, et ensuite vous sauvegardez dans votre vector store. Donc vous avez juste indexé un peu plus de contenu. Et après, vous faites votre RAG classique, vous posez vos questions, et ça fonctionne. Et en fait, des méthodes comme ça, il y en a des dizaines qui sortent toutes les semaines, comme je le dis. Et donc, il faut juste voir lesquelles sont utiles en fonction de votre cas d'usage. Donc, on peut aussi aller plus loin sur la partie génération. Donc, comme je l'ai dit, sur la partie génération, je trouve un peu moins de trucs, mais il y a quand même des choses un peu complexes. Vous pouvez tout à fait adapter les rôles. Comme j'ai dit, vous pouvez dire sa façon de s'exprimer, vous pouvez donner du contenu un petit peu, des exemples de questions-réponses, la façon dont il doit s'exprimer. Vous pouvez aussi changer de modèle, hein, pas utiliser du GPT-4, du Mistral, des Claude, ou Gemini, etc. Il y a plein de modèles différents. Vous pouvez utiliser des modèles alignés, donc qui ont été fine-tunés et qui sont un peu meilleurs pour ces sujets RAG. Là, vous avez je crois que c'était un message de Philippe Schmid. Alors, si vous devez suivre des gens sur LinkedIn, notamment les gens de LinkedFace et Philippe Schmid est très très bon là-dessus. Donc ça, c'est un message de Commander qui est sorti, alors, je ne crois pas totalement en open source. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, il dit, et d'après certains benchmarks, il est globalement assez bon pour faire des sujets RAG. Alors, je ne parle pas de l'usage de tools, parce que ça, c'est le sujet des agents, mais pour faire des RAG. Et donc ça, c'est une des thématiques, parce que comme vous l'avez vu, le LLM, on l'utilise juste, entre guillemets, pour dire réponds à la question basée sur le contexte que je te donne. Donc on peut tout à fait essayer d'avoir des modèles plutôt fine-tunés pour être bons pour cette tâche.
vous avez ça. Et il y a aussi un des sujets, c'est qu'on ajoute souvent des modèles garde-fous en plus dans la partie génération à la fin pour dire, en plus, tu veux vérifier que la réponse est bien, il n'y a pas de problème de modération, est-ce que tu ne peux pas reformuler, etc. Donc voilà, donc, bref, ça va plus loin. La dernière étape, c'est ce que des fois alors, on appelle les règles modulaires, c'est qu'en fait, on peut activer plein de parties différentes en fonction de la question. Je vais plutôt vous parler, moi, d'un truc qui, en ce moment, qui depuis plusieurs mois est passionnant, et c'est le sujet des agents et des multi-agents. Même pour le RAG, on en fait. Par exemple, quand vous allez poser une question, vous pouvez tout à fait construire un agent qui, c'est lui qui va chercher l'information dans des documents. Et en fait, ce qui est en train d'émerger, c'est des modèles multi-agents, c'est-à-dire vous avez un agent qui est plutôt top level qui va se chercher de résumer, de planifier quels sont les agents qui vont chercher. Et sauf que vous avez un premier agent qui va peut-être chercher sur les documents de votre entreprise, puis il y en a un qui va chercher, lui, il a pour objectif de chercher en ligne. Donc, il va taper sur Google des informations. Lui, il a peut-être pour objectif de chercher sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il fait un résumé de ce qu'il a trouvé sur les réseaux sociaux, puis il l'envoie à celui-là. Puis lui, il dit, OK, au vu de ce que je sais pour répondre à votre question, soit j'ai la final answer, je vous le réponds, je vous l'envoie, soit en fait, je vais envoyer des tâches, des nouvelles tâches à ces différents agents pour continuer à chercher. Bon, bref, là, ça devient complexe, mais c'est ce qui est en train d'émerger. Donc, je vais aller assez vite, mais globalement, construire un projet RAG, c'est assez rapide. Je vais vraiment très vite, mais vous avez normalement, vous allez très rapidement, vous faites, OK, quels sont les prérequis, du coup, ça se base sur des données, sur une source, l'environnement technique, où est-ce que vous allez le réaliser. Et ensuite, vous devez fixer les deux composants que je vous ai dit tout à l'heure, la génération de retriever, désolé pour les accents, mais vous devez définir, OK, quel est le LLM text ou LLM embedding que je vais utiliser et que je peux utiliser. Sur la partie retriever, quelle est la base vecteur que je vais utiliser, le LLM embedding notamment. Et ensuite, vous faites itérativement. Hein, vous savez, pour tous ceux qui font des projets informatiques, vous savez, quand je vous vends de l'agile à tout va, mais bien évidemment, vous devez le faire de la même façon. C'est-à-dire que vous commencez sur un sous-périmètre, vous essayez d'avoir un moyen d'évaluer qui, des fois, est qualitatif, et puis vous y tirez. Vous y tirez, et le RAG avancé que je vous ai évoqué avec les sujets comme Raptor, etc., normalement, vous ne le faites pas tout début, quoi, parce que ça commence à ajouter de la complexité. Et voilà, normalement, en quelques semaines, vous devez être capable de construire ces premiers produits qui sont capables de répondre à vos questions. S'il n'y a aucune contrainte, normalement, en 2-3 heures, vous avez les solutions. Donc voilà, vous avez plein d'artefacts, comment vous allez construire ce pipeline RAG, il y a plein d'outils pour le faire, vous pouvez l'écrire en Python brut si vous voulez, parce que ce n'est pas si compliqué. Vous avez la main index qui permet, qui est un peu plus propre, mais qui je trouve est très très bon pour le RAG, un peu moins pour tout ce qui est autour, mais voilà, qui émerge de plus en plus. Langchain qui commence à être, qui se stabilise un petit peu, mais qui fait beaucoup de choses, donc du coup, quand on fait trop de choses, on fait chaque chose un peu mal, mais pour l'instant, on défend encore un peu plus Langchain. La main index, c'est quand même simplifié, mais si vous voulez vraiment faire juste un RAG, la main index peut marcher très bien aussi. Et après, quel LLM embedding j'utilise? Vous pouvez prendre des open source si vous êtes en français. Vous avez Camembert, etc. Il y en a plein, mais sinon, vous avez des API externes qui en fournissent aussi. Sur les sujets des bases vecteurs, en fait, vous choisissez celle que vous voulez. Souvent, ce qu'on conseille en entreprise, comme c'est simple, c'est celle qui est maîtrisée. Donc souvent, en entreprise, finalement, on fait les Postgre parce que c'est déjà maintenu. Mais en fait, une base vecteur, c'est comme je l'ai dit, c'est presque une ligne, un vecteur. Donc à un moment, il y a des petites fonctionnalités à rajouter en plus, hein, mais du coup, il y en a plein qui émergent. Postgre, Elasticsearch aussi peut le faire aussi. Et ensuite, par contre, quel est le grand modèle de langage que vous allez utiliser? Ça, c'est souvent la question principale. C'est pas simple. Mais du coup, voilà, vous avez des versions payantes, des open source, mais du coup, il faut les héberger avec du GPU qui émerge. Et ça, globalement, ce graphique-là, ce schéma-là, dans 3 mois, dans 3 mois, il est différent, dans 6 mois, il est différent, etc. Et donc, du coup, il faut avoir en tête que ça peut fonctionner dans un environnement privé. Parce que si on refait ce schéma-là, en fait, ces modèles d'embedding-là, ça peut tourner sur une machine sans GPU, donc sans carte graphique, ça marche. Les bases vecteurs, comme je vous l'ai dit, c'est assez simple, hein, Postgres, ça fonctionne. Le seul truc qui est compliqué, c'est ça. C'est que ce modèle qu'on a souvent tendance à appeler LLM text, il nécessite souvent une puissance de carte graphique, enfin une puissance GPU, donc assez conséquente selon votre cas d'usage. Et c'est là où il y a une petite complexité. Donc souvent, j'utilise une API externe parce que
je me rends indépendant à cette complexité et je la laisse à un acteur externe, souvent un cloud public et souvent un cloud américain. Et soit, sinon, voilà, je l'héberge dans mon environnement, mais ça a une complexité. Et au cas où, pour suivre ces pipelines, vous avez plein d'outils qui émergent, mais qui sont, il me semble, souvent payants avec des comptes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont évolué de ces 2 derniers mois. Au cas où, ceux qui connaissent, MLflow peut tout à fait fonctionner aussi. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est le coût financier et environnemental, c'est souvent lié derrière, mais il faut être capable de mesurer le coût, parce que dans un projet RAG, globalement, sur la brique que je vous ai montrée, le coût principal, c'est le LLM Text. Ça représente globalement, je pense, du run facilement plus de 99% du coût. Donc, il faut l'avoir en tête. Et ce coût, il dépend des tokens. Je vous rappelle, un texte, il est tokenisé. Donc, c'est-à-dire, quand je pose la question, c'est quoi le RAG? Son coût, c'est 7 tokens. Voilà. Donc, c'est proportionnel au nombre de tokens, votre coût, globalement. Et il faut avoir en tête que quand vous utilisez un GPT 3.5 Turbo, c'est 60 fois moins cher globalement qu'un GPT 4, en input en tout cas. Et vous avez le prix ici pour 1 million de tokens. Donc là, vous avez une fiche qui est maintenue par Hugging Face, notamment des différents prix entre les acteurs publics, etc. Enfin, les API externes notamment. Et globalement, alors nous, on fait souvent en mission, quasiment systématiquement, c'est essayer d'évaluer le coût environnemental aussi de ces projets, parce que ça permet aussi de... Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans ce débat-là, mais ça permet aussi de limiter, je vous l'ai mis dans l'évaluation, parce que des fois, on veut qualité parfaite, mais qualité parfaite, du coup, on rajoute des appels à GPT-4, plein d'appels à des choses complexes, pour des fois des pouyennes. Au moins, on voit aussi, attention, parce que ça a un impact en termes de coût, c'est souvent lié au coût, enfin, le coût financier, c'est lié au coût environnemental dans ce cas d'usage. Mais donc, souvent, par exemple, quand c'est des modèles open source hébergés, vous pouvez tout à fait utiliser des solutions comme Code Carbone pour savoir la consommation de l'application. Puis après, vous multipliez par l'empreinte carbone. Quand c'est en France, l'avantage, c'est que du coup, sur le papier, on dit que ça consomme moins de CO2, notamment. Mais voilà, vous pouvez tout à fait avoir ça. Et sur des modèles externes, c'est beaucoup plus compliqué, mais vous pouvez essayer de dire, il y a certaines études qui émergent, par exemple, la consommation d'un GPT-4, par exemple, est beaucoup plus importante qu'un GPT 3.5 Turbo. Donc voilà, donc complexe, quelques retours d'expérience. Souvent, vous allez avoir des choses, des pipelines qui peuvent être compliquées finalement, parce que derrière, on a des sujets d'évaluation, on a des sujets d'ingestion de données. Ok, vous avez votre code Python, etc. Donc ça, c'était un projet, donc là, c'était principalement sur Google, donc c'est du GCP, mais ça peut être complexe. Je vous en mets un plus simple, parce que du coup, un RAG, c'est pas trop compliqué. Vous avez juste un endroit où je stocke mes données. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être un Postgre. Quel modèle d'embedding je veux utiliser? Ça peut tout à fait tourner sur une petite machine. Quel modèle LLM Text je veux utiliser? Et soit je fais appel à un API externe, soit je fais appel à un modèle que j'héberge chez moi. Et donc, vous pouvez tout à fait faire tourner votre RAG dans votre projet, dans votre environnement privé, à partir du moment où vous êtes capable de faire tourner ce LLM Text avec votre GPU. Et du coup, vous avez quelqu'un qui parle vos données, qui parle votre vocabulaire, etc., qui fonctionne avec vos données. Et globalement, depuis Mixtral, donc 8x7, on a une qualité même en français qui est quand même très très bonne, quoi. Par contre, il faut être capable de le faire tourner. Voilà, donc je vais juste essayer de conclure sur le futur du RAG. Il y a toujours une question qui est posée entre RAG et fine-tuning. Bon, c'est toujours un peu des deux. Je veux juste que vous reteniez que le fine-tuning, c'est très très coûteux. Donc il y a des intérêts pour la communauté, etc. Mais sur un cas d'usage, c'est très très coûteux parce qu'en plus, ce que vous allez faire, le temps de le faire, ça met du temps. Et puis en fait, 3-4 mois après, vous avez un modèle qui des fois marche mieux et qui, du coup, votre temps d'investissement a été peu utile. L'intérêt, il est que vous montez en compétence. Il y a en gros un sujet, est-ce que j'ai besoin plutôt de données externes ou est-ce que j'ai besoin d'adapter mon modèle? Donc, globalement, ce qui va émerger, c'est à peu près sûr, c'est que dans ces RAG, on va mettre des modèles qui seront fine-tunés. Mais pourquoi ils seront fine-tunés? C'est grâce à ce fine-tuning, on va se permettre d'avoir des modèles beaucoup plus petits, spécialisés par exemple pour faire du RAG ou spécialisés dans un domaine particulier, et donc du coup qui vont consommer moins. Mais à court terme, en fait, votre investissement pour le faire, vous avez peut-être un modèle open source qui va sortir dans 3-4 mois qui va être meilleur, même sur votre donnée spécifique, et qui va peut-être, parce qu'il est mieux optimisé, va coûter moins cher à l'inférence. Donc voilà, donc du coup, globalement,
sur le demain, ce sera une méthodologie modifiée, parce que comme les LLM textes, ils ont tendance à s'améliorer. Je vous ai dit, par exemple, quand Mixtral est apparu en décembre, en fait, on pouvait se permettre, quand on était dans des environnements restreints avec des modèles open source, enfin, dit open source, on devait avoir un retriever qui devait vraiment être excellent. Là, avec certains LLM textes qui sont bien meilleurs, on peut se permettre des fois un retriever un tout petit peu moins bon, qui laisse passer un peu plus de chunk, mais parce que le générateur, la partie génération, va être un peu meilleure. Il y a ce sujet de la taille de contexte, qui est souvent évoqué, qui est, comme elle augmente, on peut se dire, mais notamment avec ce sujet de Claude 3 et Gemini Ultra, qu'on parlait de 1 million de contextes. Alors, il y a des méthodes depuis l'année dernière qui parlent, on peut avoir un contexte illimité. Mais bref, cette taille de contexte augmente, donc du coup, pourquoi faire du RAG? Bon, il y a toujours un intérêt, je vous rappelle, je crois que j'avais publié ça sur LinkedIn, mais il y a plein d'articles qui le montrent. C'est encore trop coûteux j'envoie 1 million de documents, 1 million de tokens, un document, et je les laisse dans le modèle à chaque appel du prompt. J'envoie ces 1 million, c'est coûteux, c'est beaucoup moins performant, etc. On perd en précision, bref, c'est pas encore l'idée. Par contre, cette augmentation de taille de contexte a permis, je vous ai dit quelque chose sur le retriever, elle permet un peu plus de choses. En tout cas, ça va un petit peu changer la façon dont on fait les prochains RAG. Et il faut aussi avoir en tête que les coûts, notamment des LLM textes, se réduisent fortement. Donc, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, on a fait, alors en vrai, plus que 20, divisé par 20 en un an, j'ai trouvé le chiffre. Et globalement, vous voyez les chats GPT 3.5, les GPT 4, etc., même héberger son modèle, etc., en un an, on a à peu près divisé par 20 facile le coût. Et les nouvelles machines d'un point de vue hardware, les H100, H200, etc., nous promettent un petit peu la même chose, plus des optimisations méthodologiques. Donc globalement, le coût va réduire. Et ensuite, ça peut ouvrir la porte aussi à ces architectures. Il y a un sujet qui est à la mode aussi, c'est de faire tourner ces LLM textes en local, donc sur ma machine. C'est-à-dire que du coup, je peux tout à fait dire que la partie génération, elle est sur mon ordi. Donc du coup, en fait, il y a quasiment... En plus, rien ne sort de mon ordi, si la partie retriever est aussi sur mon ordi. Voilà, en tout cas, plein de choses qui vont se passer, mais l'idée principale devrait rester, en tout cas, selon moi, c'est un sujet que j'ai peu évoqué. Il y a ce sujet des agents IA qui est passionnant. Il y a cette idée de, en fait, on doit exposer nos données et nos services. Le RAG, c'est un peu ça, hein. C'est j'expose ma donnée à un modèle de langage. Et ça, c'est en train de devenir le futur de nos systèmes d'information. Notre capacité à exposer nos données et nos services à un modèle, ou à un agent IA notamment. Ça, globalement, ça va rester. Donc, du coup, quand vous travaillez sur un projet RAG, vous structurez votre donnée, vous qualifiez votre donnée, ça va rester. Et donc voilà, donc merci à tous. Je vous rappelle juste, au cas où je fais un tout petit peu de pub, pour Octoon, on a une grosse conf dans 2 mois. On sera nombreux à vous parler de RAG. Moi, je vous parlerai un peu plus d'agents IA, parce que c'est passionnant. On a des acteurs externes comme Hugging Face, LACNIL, qui vient aussi pour des sujets de AI Act. Bref, des acteurs qui parlent de cette révolution. Donc il y a ça, et au cas où vous avez plein de publications Octo, des articles. Il y en a un, je ne l'ai pas mis, sur comment servir aussi des modèles d'LLM, qui est sorti cette semaine. Il y a des sujets sur le multimodal, notamment, comment utiliser les différentes solutions comme GPT-4 Vision, etc., dans un projet RAG. Vous avez un gros livre qui est sorti en livre blanc sur Culture MLOps, parce que c'est très lié là-dessus que vous avez des formations. Et voilà, et si ça vous va, il reste un peu de temps pour les questions. Donc, je ne sais pas, n'hésitez pas à les... Oula, je vois qu'il y a plusieurs textes. Je vais essayer d'être à la première question. Si je ne me trompe pas, c'est celle-là. Est-il possible d'appliquer du RAG sur un LLM préalablement fine-tuné? Oui, bien évidemment. Parce que c'est ce que alors, il me semble que... Alors, peut-être que je l'ai dit après. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ça a un intérêt d'utiliser, je vous l'ai dit, par exemple, le Commander, le modèle open source qui est sorti récemment. C'est bien d'avoir des modèles qui sont bons pour faire du RAG. Parce que, comme on l'a dit, on les utilise à une seule fin qui est de donne-moi une réponse basée sur le contexte que je te donne. Donc, c'est bête de lui avoir fait apprendre plein de choses. Il maîtrise énormément de choses et finalement, on l'utilise pour une sous-partie. Et en plus, on veut faire en sorte qu'il soit bon pour ça, c'est-à-dire être capable de... Oui, tu te bases que sur le contexte que je te donne. Parce que ça permet, on dit que ça permet un peu de réduire les hallucinations, mais ça reste léger.
OK. Donc, voilà globalement. Alors voilà, Lancksmith c'est effectivement payant, c'est pour ça que je ne le défends pas trop, mais vous pouvez tout à fait, il est bien connecté à. Ah, et je vois, vous venez de répondre à ma première question, désolé. Est-ce qu'il y a de grosses différences dans les choix du LLM embedding? Alors oui, ce qui est intéressant, c'était que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais souvent on aime bien changer les LLM embedding pour améliorer le retriever, mais par exemple, je trouvais ça intéressant, OpenAI, eux, ils avaient bien mis en avant, nous, faire fine-tuner des modèles d'embedding spécifiquement pour notre cas d'usage, globalement, ça apportait peu, et en plus, c'est coûteux à faire. Donc bon, voilà, déjà, il faut juste avoir en tête cette idée de, OK, est-ce que ça m'améliore? Et normalement, quand vous faites un projet, nous, on a tendance à le faire en mode, OK, je vais voir là où plutôt je me trompe, et on voit pourquoi on se trompe. Et souvent, on voyait que ce n'était pas tout à fait l'embedding qui allait résoudre ce problème-là. Souvent, ce qui allait résoudre ce problème-là, c'est d'ajouter du contexte au chunk. Ce que fait un peu le projet Raptor que j'ai évoqué, ici, en fait, c'est qu'on ramène le document brut plus le résumé de clusters proches, etc. Donc, c'est des fois d'augmenter le contexte de ces chunks. Ça permet d'apporter une réponse souvent. Est-ce qu'il y a OK. Est-ce qu'on peut utiliser un tableau Excel en gestion? C'est facile à faire. Alors, non, c'est pas facile à faire, mais on peut tout à fait le faire. Je vous invite à lire l'article sur le multimodal qu'on a fait là. C'est un collègue chez moi qui l'a fait, qui est très très bon. Je crois qu'on avait quand même mis les tableaux. Alors, je ne vous avais pas mis l'Excel, mais ça donne un peu l'idée. On peut tout à fait rajouter comme une source de comment j'ingère. Et donc, en fait, on ingère le texte brut et on a ajouté du contenu. Bah, voici le résumé du tableau pour qu'il puisse être ramené quand on fait une recherche. Et donc, du coup, ça se fait. Par contre, ce n'est pas facile à faire, surtout si vous avez des Excel avec plein de feuilles et des Excel avec, dans une même feuille, il y a plein de tableaux. C'est un peu plus compliqué. Et l'ingestion des PDF, souvent problématique. Je vous invite à lire cet article sur comment utiliser le multimodal pour améliorer un chat GPT RAG. Ça sera pas mal parce que, en fait, il y a plein de réponses différentes en fonction si le PDF il est déjà numérisé ou est-ce que c'est des scans. Si dedans, dans le PDF, effectivement, il y a des images et il y a des tableaux. Parce que du coup, là-dessus, on vous parle de comment travailler les tableaux ou les images. Parce que les images, des fois, on rajoute un GPT-4 Vision et même pour le tableau, on le fait pour décrire ce qu'il voit. Et c'est ce texte-là qui est, par exemple, mis dans la base vecteur. Et donc, du coup, ça permet des fois de traiter l'image, sauf que ça a un coût. Des fois, dans un PDF, vous avez des centaines d'images, les logos, etc. Donc, il faut gérer tout ça. Voilà. Quel outil utiliser pour faire du re-ranking? Alors, de mémoire, c'était BRE, je ne sais pas quoi. Je suis plutôt sur les agents là, depuis 1 mois et demi, donc j'ai un peu moins fait de RAG. Mais c'était, vous avez, je crois que vous tapez BRE de mémoire. Mais c'est des modèles de re-ranking. Alors, la main index de mémoire vous tapez re-ranking, la main index, vous en propose des solutions. Sinon, si vous les faites vous-même, c'est OK, j'ai des chunks, je vais les ranker, en quelque sorte, je vais faire un score de ce chunk par rapport à la question. Vous avez des modèles de re-ranking qui marchent plus ou moins, mais du coup, il faut avoir en tête, il ne faut pas qu'il soit trop coûteux parce que vous allez y faire appel plein de fois. Et ensuite, du coup, c'est grâce à ce re-ranking, vous pouvez être capable de dire, OK, en fait, je ne ramène pas 100, je ramène plus que 10. Voilà. Donc ça, c'est... Du coup, après, c'est que ces 10-là que vous ramenez à la partie génération. Hop. Il y a aussi une chose à prévoir, c'est la gestion de l'obsolescence de la documentation fournie pour le vector database. Non, sinon le risque est de donner de mauvaises réponses. Ça, c'est totalement vrai. Normalement, la conclusion d'un projet RAG en entreprise, c'est attention, ce qui compte, c'est la qualité de données et aussi la gouvernance. Donc, lancer un projet gouvernance de données et qualité de données, c'est bien évidemment... c'est pour ça que quand vous faites une évaluation, regardez là où vous vous trompez. Moi, j'adore faire ces projets-là parce que du coup, à la fin, on regarde et puis on voit, ah oui, on se trompe, mais parce que la documentation n'est pas à jour.
Le client il fait « Ah oui, mais la réponse n'est pas bonne. » En fait, c'est parce que la documentation n'est pas bonne. Donc, bien évidemment, la priorité, c'est la documentation. Ça, enfin, la source de données, mais ça a toujours été le cas. Et souvent, en entreprise, on galère à le faire, mais c'est normal, hein, mais c'est la priorité. Donc, il y a ce projet-là de comment j'expose ma donnée d'une certaine qualité. Et après, dans un parti retriever, effectivement, c'est toujours compliqué. Des fois, on rajoute alors, ce que certains appellent des fois VIP, mais c'est OK, une documentation qui est vue plusieurs fois, elle a un peu plus de valeur, parce qu'elle est et une documentation qui a été mise à jour plus récemment, elle a plus de valeur. Parce que des fois, vous avez 3 documents qui parlent un peu de la même chose, bah, c'est pas que par le texte qu'on va les mettre en avant, en quelque sorte. On va les vérifier, peut-être on va dire, OK, en fait, tu prends que le dernier qui a été mis à jour. Voilà. Et ça, encore une fois, ça dépend du cas d'usage. Quand on injecte des data dans un playground ChatGPT avec du search sémantique, on fait du RAG basique, en fait. Oui, je crois. Alors, sauf si le Azure AI Studio a rajouté un truc, mais oui, tout à fait. Quel est le meilleur format pour injecter un tableau dans un prompt Markdown, JSON, CSV? Encore une fois, je vous invite à aller sur l'article parce que, bon, il y a ceux qui fonctionnent, mais vous devez aussi avoir en tête l'optimisation en nombre de tokens, parce que vous avez un moyen de les écrire qui peut fonctionner et qui coûte 2 fois moins cher en tokens. Donc, c'est bien de les avoir en tête. Ok, bon, moi, je trouve que ça doit marcher ici. Quel principe ou quelle méthode appliquer pour découper convenablement un document en chunks, en particulier pour éviter la dilution de l'info entre plusieurs chunks? Ça dépend. Ça dépend. Les classiques, c'est. Je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai mis Raptor, parce qu'en fait, sur la partie chunk, c'est effectivement très important, mais il y en a plein qui émergent. Et qui en plus dépendent de ce que vous pouvez faire après. Souvent, ce qu'on était limité par votre chunk, vous le passez dans un modèle d'embedding. Donc, du coup, quand vous le passez dans un modèle d'embedding, ça veut dire que si le modèle d'embedding, c'est un camembert qui accepte que 512 tokens, bah, en fait, vous vous limitez à ce truc-là. Ça, c'est un peu la problématique. Donc, voilà. Et il y a ce sujet du chunk, souvent, on l'augmente avec de la métadonnée. On rajoute un résumé, comme un peu ce que faisait Raptor, mais pas tout à fait. Mais on rajoute des résumés, on rajoute le titre de la page, on rajoute, bref, des informations. Donc en fait, il y a plein de contraintes. Des fois, la contrainte, c'est OK, c'est max tant de tokens, un chunk. Bon, OK, il y a une contrainte. Et soit, des fois, c'est je veux faire qu'il soit pratique. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai dit une page d'un PDF, l'avantage, c'est que quand je vous le cite, je peux ramener l'utilisateur directement. Bah, c'est ce qui m'a permis de répondre, c'est cette page 1 ou la page 3. Donc, voilà, donc ça, c'est au cas où ça peut être utile. L'évaluation reste un gros point d'amélioration. Et effectivement, Ragas, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'aime bien l'idée, mais globalement, je suis à chaque fois déçu. Pour l'instant, je devais faire un article sur l'évaluation. On n'a pas réussi à le publier au sein d'Octo parce qu'on a du mal à. Tous les cas d'usage, on commence, je pense, à avoir une trentaine, quarantaine de RAG en 6 mois là. Et à chaque fois, l'évaluation, elle a toujours été différente parce qu'il y a plein de contextes différents et des fois, on faisait des évaluations qualitatives parce qu'en fait, on n'arrivait pas à en faire une qui était satisfaisante d'un point de vue automatique. Donc ça, c'est effectivement le gros point. Du coup, pour Valentin, la dernière, je dirais sur les open source, souvent je pars le camembert, c'est en basique sur Hugging Face qui marche. Je sais qu'il y en a des récents qui sont sortis multilangues. Mais encore une fois, des fois, c'est pas l'embedding ne pose pas toujours de problème. Mais en cas où, bon, voilà, le camembert large sur du français, il marche assez bien. Il a la contrainte que j'ai dit, 512 tokens. Il faut juste voir quel est votre cas d'usage. Pour l'exemple, je crois que ça a été posé la question de l'embedding sur le cas d'usage. C'est juste si vous êtes dans un domaine très, 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 très spécifique, si vous avez un embedding généraliste, il va mal, vous pouvez parler d'un truc, par exemple, du projet X42, et il va vous ramener des documents qui sont proches, mais il ne va pas vous ramener le document qui a exactement ce mot-là. Parce que ce texte-là n'a pas été dans l'embedding. Donc c'est pour ça que souvent on fait des recherches hybrides. Voilà. Et bon, après,
vous pouvez effectivement faire des embeddings. Vous avez plein d'API d'embedding maintenant. Alors Giscard, je vous recommande, effectivement, c'est des Français qui sont assez sympas. Alors je ne les ai pas suivis depuis quelques mois, mais du coup, s'ils ont fait des évaluations, ils sont assez intéressants, et puis ils rajoutent des sujets souvent éthiques, biais, d'analyse de biais. Je sais que je vais en faire là, dans pas longtemps, donc, enfin avec Giscard notamment, mais donc je vous invite à les suivre. C'est une bonne équipe. Alors voilà, j'ai été intense. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions, 18h50. Donc, bravo en tout cas, voilà. C'est un projet qui marche assez bien. Je vous invite aussi à regarder les agents. C'est un peu le truc en ce moment, mais il y a pas mal de choses à faire. C'est pas si compliqué de faire un projet RAG. En faire un complexe, ce qui est compliqué, c'est de connecter de se faire le pipeline. Hein. C'est toujours ça qui est compliqué en entreprise. Mais voilà. Ah oui, effectivement, un moyen de visualiser les chunks, c'est toujours bien. Et effectivement, normalement, là, le sujet, c'est que juste les présentations sur les agents sont gardées pour la grosse conf en investissement qu'on a fait à Octo. On alloue du temps pour que je puisse travailler sur les agents. Mais je vous invite à suivre ça. Il y a Delvin là, qui est sorti, je crois, hier, qui est un peu dans ce sujet-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si Jackie, tu voulais conclure.